Et je vais tout de suite passer la parole à l'orateur suivant, qui est donc Nicolas Baron, qui est agrégé d'histoire-géographie, qui est doctorant en histoire et qui mène donc une thèse sur les animaux enragés en France au 19e et 20e siècle sous la direction d'Éric Baraté. Et vous aurez donc compris que dès lors, après avoir vu le point de vue de l'homme, nous allons peut-être voir plutôt le point de vue de l'animal. Et je lui cède la parole aussi pour une petite vingtaine de minutes. Merci. Du point de vue du renard, essentiellement. Donc, je vous propose en effet de nous intéresser au vécu du renard roux face à la rage. Face à la rage en France à la fin du XXe siècle. Entre 1968 et 1998, le renard roux fut en effet considéré par les hommes comme doublement nuisible, à la fois en raison de ses traditionnelles prédations parmi la basse-cour et le gibier, mais aussi, et c'est un fait nouveau, car il devint le principal réservoir et le vecteur préférentiel de cette terrible maladie qu'est la rage. S'intéresser au vécu d'un animal, cela consiste pour l'historien à ne plus se limiter aux enjeux politiques, économiques ou culturels propres à l'homme, enjeux qui tentent à placer l'animal en position d'objet passif, mais au contraire à étudier les animaux pour eux-mêmes en tant qu'êtres et sujets agissants et réagissants. Il s'agit plus précisément de chercher à comprendre l'impact des événements d'origine naturelle ou humaine sur l'existence des animaux, de montrer l'évolution de leurs conditions d'existence et de travail, de mettre en évidence dans une situation passée les comportements qu'ils adoptent, les actions qu'ils entreprennent, les émotions qu'ils manifestent, et aussi les relations qu'ils entretiennent avec les autres êtres vivants, hommes compris. Dans le cas du vécu des renards dans le contexte arabique de la fin du XXe siècle, qui nous intéresse ici, il s'agira donc de mettre en évidence les bouleversements provoqués par la rage et les politiques humaines anti-nuisibles sur la santé, sur les comportements, sur la démographie, sur la répartition et sur la structure sociale de ces animaux, et de montrer comment l'espèce vulpine parvient à réagir et au final à surmonter cette double épreuve. Le choix de l'étude du vécu des renards face à la rage implique d'interroger, et c'est nouveau pour un historien, sur la base de ces nouveaux questionnements, les sources administratives et vétérinaires, comme par exemple les rapports de diverses autorités, dont le laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy, ou encore les nombreuses thèses et articles vétérinaires des années 70-80, en particulier les travaux de Michel Aubert, Jean Blancou ou Bernard Thomas. Elle implique aussi de s'appuyer sur les connaissances dans les domaines des sciences du vivant, comme la zoologie, l'éthologie ou l'écologie, avec par exemple les travaux de David MacDonald au Royaume-Uni, de Marc Artois en France, de Jean-Steve Meillat en Suisse, et ce afin d'éclairer le comportement complexe d'une espèce longtemps mal connue. Est-ce que je pourrais avoir le gadget ? Merci. Alors, dans cette première partie, je vais donc traiter des renards malades. C'est en mars 1968 qu'un premier renard roux atteint de la rage fut découvert à Montenac en Moselle. Cette nouvelle épizootie ou épizootie était originaire de Pologne dans les années 30 et arrivant en France à peu près une dizaine d'années après la disparition de la rage canine sur le territoire métropolitain. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, dans la première moitié des années 70, les renards de Lorraine, de Picardie, de Bourgogne, de Franche-Comté et d'Alsace furent alors tous victimes de l'avancée rapide du front arabique, en général plusieurs dizaines de kilomètres chaque année. Puis, selon un rythme de progression devenu plus lent, ce furent leurs congénères d'Île-de-France, de Normandie, du centre et des Alpes qui eurent à affronter la maladie. En 1989, la rage vulpine atteignit son extension géographique maximale, soit un grand quart nord-est du territoire français. À la suite du premier cas lorrain, des centaines et même des milliers de renards chaque année étaient victimes de la rage, le maximum étant atteint en 1989 avec 3340 renards. Donc chaque année, on découvrait des centaines d'animaux malades ou décédés. Au total, entre 68 et 98, ce sont officiellement 38 506 renards qui ont été recensés comme enragés par les autorités sanitaires. Dans la réalité, la plupart des cas n'étant ni décelés ni rapportés, on estime que les chiffres sont bien supérieurs et atteignent en général entre 50 et 75% dans les zones contaminées. Ce graphique, en particulier la période 76-82, montre qu'il existe un cycle pluriannuel de la rage. On voit en effet un premier summum en 76, puis une décrue très nette en 78, une décrue qui s'explique par la très forte diminution du nombre de renards suite aux décès constatés en raison de la rage, si bien que le virus ne circule plus, et il faut attendre la reconstitution des effectifs après le passage du front épizootique pour que le virus ait à nouveau assez d'effectifs pour circuler et tuer très largement. À ces fluctuations annuelles se superposent des fluctuations saisonnières, fluctuations qui dépendent du cycle de vie du renard.
2 périodes dans l'année sont particulièrement critiques pour la santé de l'espèce vulpine. La première se produit lors du rite hivernal, c'est-à-dire à peu près vers le mois de janvier, où les contacts entre individus sont fréquents et assez violents. Ça entraîne une contamination qui s'exprime, vous le voyez, au tournant de l'hiver et du printemps vers les mois de mars-avril, qui correspond en plus à la période de mise bas. La seconde période critique a lieu au moment de la dispersion des renardeaux, c'est-à-dire entre la fin de l'été et le début de l'automne. Les renardeaux donc, quittent leur domaine natal, s'en vont rivaliser avec des adultes déjà installés, ce qui entraîne des contaminations, qui entraînent donc une maladie qui s'exprime dans la deuxième moitié de l'année, avec un pic vers novembre-décembre. La contamination d'un renard sain par le virus rabique se fait très majoritairement à la suite d'une morsure par un renard enragé, car le virus se concentre dans la salive. Les occasions de morsure sont fréquentes dans l'existence des renards, que ce soit par exemple les combats lors du rut ou les affrontements aux limites des territoires. Le renard enragé, en plus, a tendance à mordre vigoureusement à la tête, c'est-à-dire dans une zone qui est densément innervée et abritant le système nerveux central, ce qui augmente les risques de contamination et réduit d'autant la durée d'incubation. Après avoir été contaminé, le renard mène une existence normale pendant plusieurs semaines, l'incubation étant asymptomatique. Une fois que le virus, qui a emprunté la voie nerveuse, comme on peut le voir sur cette figure, atteint le cerveau et s'y réplique, le renard ressent alors brutalement les manifestations d'une encéphalomyélite. Cette affection neurologique provoque des troubles d'une grande diversité. On peut en voir plusieurs, dont quelques-uns sur cette photographie fournie par l'ANSES. L'animal souffre d'une perte d'appétit et de perturbation du système digestif. Sa voix est modifiée, les cris sont en général plus puissants, rauques, bitonaux. Sur le plan de la vue, la troisième paupière, qu'on appelle également la membrane nictitante, a tendance à recouvrir l'œil en permanence. L'animal a également tendance à se gratter ou à se mordre violemment certaines parties du corps, en particulier le point d'inoculation. Son comportement vis-à-vis des autres êtres vivants est modifié, c'est d'ailleurs ce qui est souvent le plus manifeste pour les hommes. On passe d'une affection exagérée, on a ainsi des renards qui recherchent la présence humaine ou la présence de chiens, à l'agressivité assez extrême. On a ainsi des renards qui s'en prennent parfois aux hommes, plus souvent aux animaux. On a le cas d'un renard qui attaque simultanément 3 chiens de chasse, il lui en coûtera cher. Et puis aussi des animaux qui attaquent des objets. On a des renards enragés qui attaquent des portes, des tôles ondulées ou qui essaient de tuer des bouts de tuyaux plastiques. Le plus spectaculaire peut-être et le plus troublant pour les hommes et pour les renards, c'est le fait que l'activité quotidienne et les déplacements du renard sont particulièrement perturbés. Alors que le renard sain a plutôt tendance à fuir la présence humaine et à se déplacer et à agir de préférence de nuit dans les milieux semi-ouverts, le renard enragé, lui, par contre, perd son instinct de conservation et est observé en pleine journée, errant dans les rues des villes. On a des exemples de renards enragés en plein centre-ville de Dijon, de Besançon par exemple, même parfois pénétrant dans les maisons. Très vite toutefois, la paralysie gagne l'animal. On peut d'ailleurs peut-être le deviner sur cette photographie ici. Ça touche d'abord l'arrière-train, puis peu à peu la paralysie va gagner l'ensemble du corps jusqu'à entraîner la paralysie des muscles respiratoires et cardiaques, ce qui entraîne la mort de l'animal, en général au bout de 3-4 jours de maladie déclarée. Il est bon de rappeler qu'une fois déclarée, la rage est une maladie absolument incurable, y compris pour les hommes. Qu'ils soient morts de maladies naturelles ou qu'ils aient été abattus par les hommes, les renards connaissent un sort très variable après leur décès. Beaucoup de cadavres ne sont en réalité jamais retrouvés ou sont négligés par les promeneurs ou par les chasseurs. A l'inverse, d'autres sont ramassés, soit pour expertise, c'est le cas des 38 506 renards dont nous avons les statistiques, et quelques-uns sont, et c'est assez exceptionnel, ramassés pour être utilisés. On a ainsi des cas de renards qui ont été dépecés pour leur fourrure, voire qui ont servi de viande dans le civet familial. Le nuisible devenant ici étrangement un animal à nouveau utile. Responsable de risques sanitaires et économiques réels, la population vulpine va dès lors subir un ensemble de pratiques qui visent à une réduction très nette de ses effectifs, et ce afin de limiter les contacts interindividuels et donc de briser la chaîne de transmission du virus rabique. Comme le montre la couverture du numéro 32 de la Hulotte, qu'on voit à gauche ici, couleur plutôt jaune, les renards ne se contentent pas hélas de se contaminer entre eux, ce serait trop beau. Mais ils risquent également par leur morsure de transmettre la rage à d'autres espèces. On a ainsi de nombreux blaireaux, chiens, moutons, chevaux qui sont contaminés. La deuxième espèce la plus contaminée après le renard étant les bovins. J'ai relevé ainsi 3664 bêtes à cornes qui ont été tuées, en tout cas qui sont décédées, en raison de la rage transmise essentiellement par le renard.
En tant que réservoir et en tant que réservoir et vecteur de la rage, et donc en tant qu'animal nuisible, le goupil va alors, comme le titre ici, le numéro 33-34 de l'œil l'autre, va alors connaître une période de malheur. Ces malheurs, en fait, sont liés à une politique délibérée et systématique de destruction de la population vulpine. On peut relever 4 grandes méthodes utilisées. La première, c'est l'intensification des méthodes classiques de destruction, c'est-à-dire la chasse au fusil, le piégeage et le déterrage, qui donnent droit à des primes bien plus élevées. La prime passe par exemple de 10 francs à 30 francs en 1973. De tous les pièges, un des plus redoutables pour le renard est le piège à mâchoire métallique qui, lorsque l'animal y prend appui, se referme brutalement sur lui et empêche donc sa fuite. Généralement, les renards sont capturés ainsi, soit à proximité d'un charnier qui a été préparé pour les attirer, soit à l'entrée d'un terrier où s'abrite la renarde et ses petits. Les renards doivent également prendre garde pendant la nuit, c'est-à-dire pendant leur période d'activité maximale, en raison de la période de la pratique administrative des tirs de nuit. Peu méfiants, car concentrés sur leur chasse et habitués au bruit des voitures, les renards se retrouvent éblouis par le phare oriental monté sur un véhicule et sont abattus d'une balle de fusil par un personnel spécialisé. Entre 1980 et 1986, ce sont ainsi 11 141 renards qui ont été tués par les tirs de nuit. Les renards sont également victimes d'empoisonnement, et ce, dès novembre 68, c'est-à-dire 8 mois après le début de l'épizootie. Alors, attirés par un charnier, les animaux mangent de la viande qui est mise à disposition et qui contient, parmi cette viande, des gobes carnés, parfois des poussins où on a mis ce poison, le poison étant essentiellement de la strychnine, dite aussi noix vomique. Au bout de quelques minutes, le renard est victime de convulsions violentes qui le font tomber au sol et qui sont accompagnées d'hyperesthésie et d'hyperthermie. Cela se conclut par une paralysie des muscles respiratoires et donc par l'asphyxie de l'animal. Certains renards furent également victimes du cyanure, un toxique qui est utilisé selon la même procédure malgré son caractère illégal. La dernière méthode utilisée et qui pèse sur la population vulpine, c'est le gazage, en particulier au printemps quand la renarde et ses renardeaux sont dans le terrier. Un produit toxique issu de la Première Guerre mondiale, la chloropicrine, est versé sur des chiffons qui sont introduits dans les terriers et qui provoquent des lésions très douloureuses chez les animaux. Ceux-ci, pour essayer d'y échapper, quittent leur repère et c'est le moment qu'attendent les chasseurs, soit pour les tirer au fusil, soit pour les assommer. À partir de novembre 1974, les renards sont également gazés à l'acide cyanhydrique, connu aussi sous le nom d'acide prussique ou du tristement célèbre Zyklon. Et ce, à l'intérieur des terriers, dont cette fois-ci les gueules sont hermétiquement closes afin d'asphyxier les animaux. L'ensemble de ces pratiques destructrices cause des pertes considérables au sein de la population vulpine, ces pertes étant sans doute de l'ordre de plusieurs millions d'individus. On a recensé, juste pour la saison de chasse 83-84, 300 000 renards par exemple, tirés au fusil. Donc imaginez, fois sur 30 ans, avec toutes les autres méthodes utilisées. Malgré ces méthodes, malgré cette hécatombe, l'espèce vulpine, comme on l'a vu, n'est pas préservée de la rage, puisqu'en 89, c'est-à-dire 20 ans après le début de ces méthodes, la rage est à son maximum. Par ailleurs, certaines méthodes comme le gazage provoquent un déséquilibre du sexe ratio, en général au détriment des femelles, ce qui contraint les mâles à plus de déplacements, à des combats plus violents, et donc qui accroît les risques de contamination. Si bien que dans les années 80, cet échec de la prophylaxie sanitaire, associé aux récriminations des écologistes qui se plaignent donc du sort des renards et des animaux victimes collatérales, plainte aussi des agriculteurs qui se plaignent de la disparition du prédateur qui les arrangeait bien puisqu'il débarrassait des rongeurs. Tout cela fait que les renards vont bénéficier de l'arrêt de certaines pratiques. En 82, la strychnine est interdite et en 91, c'est la chloropicrine qui se voit interdite à son tour. Doublement victime à la fois de la rage et des politiques d'éradication, l'espèce vulpine ne reste pas sans réagir. Ces modalités d'action animale, associées au rôle fondamental de la vaccination et un possible affaiblissement pathogène du virus, ont permis à l'espèce vulpine de surmonter la crise rabique. La première réponse des renards, et donc la première modalité d'adaptation et de résistance des renards face à la terrible affection, apparaît dans le fait que certains renards sains manifesteraient une tendance à garder leur distance vis-à-vis des animaux malades. Ainsi, lors d'expériences d'inoculation rabique menées en laboratoire, en particulier à l'ANSES, il a été constaté que les renards sains se tiennent à l'écart des animaux enragés. Cela peut s'expliquer par le fait, comme on l'a vu, que les renards enragés manifestent des troubles particulièrement anormaux au niveau du cri, de la démarche, de l'agressivité, des troubles qui peuvent alerter le renard sain, d'ailleurs qui alerte aussi l'homme, puisqu'on a vu que celui-ci constatait de visu que l'animal était malade. Alors il faut toutefois relativiser cette méfiance pour deux raisons. La première, c'est que le renard
est capable d'excréter le virus dans sa salive jusqu'à plusieurs semaines avant la manifestation des premiers symptômes. Et la deuxième nuance à apporter, c'est que beaucoup de renards sains sont en fait allés eux-mêmes se contaminer au contact d'individus enragés, soit parce que l'animal enragé était entré sur leur territoire, soit parce qu'il courtisait la même femelle. Et ça, on ne pouvait pas laisser passer lorsqu'on était un renard sain. La deuxième méthode, la deuxième modalité de résistance de l'animal, c'est que selon certains chercheurs, il y aurait dans les années 70, 80, 90, une partie de la population vulpine qui adapterait un comportement plus solitaire et plus méfiant vis-à-vis de leurs congénères. En effet, certains renards apparemment, du fait de la sélection naturelle, auraient réussi à échapper à certaines mesures de destruction, voire à l'avancée du front arabique, en raison justement de ce comportement peut-être plus timide. Alors c'est une hypothèse qui a été avancée, qui est aujourd'hui débattue encore. En tout cas, si elle était avérée, je ne sais pas si on pourra la prouver un jour, elle pourra avoir des conséquences importantes, en particulier sur le plan de la structure sociale des renards. Puisqu'à ce moment-là, ça voudrait donc dire que les renards qui vivent de façon plus individuelle, plus solitaire, deviendraient peut-être proportionnellement plus nombreux que les renards qui vivent en groupes spatiaux plus ou moins larges. Un groupe spatial ou social étant un groupe formé par un individu reproducteur avec les petits, plus des femelles en général, qui sont associées au nourrissage des petits. C'est David MacDonald qui avait développé cette notion-là dans les années 80. Le troisième... C'est pas 20... troisième méthode de résistance des renards, c'est leur tentative d'échapper aux mesures de destruction qui les visent. Alors pour cela, les animaux profitent de sens particulièrement affûtés, l'ouïe, l'odorat, qui permettent de détecter des dangers qui viendraient. Ils sont aussi capables de détaler à grande vitesse. Le renard peut atteindre 60 km/h si jamais il est poursuivi, par exemple. Les renards n'hésitent pas non plus, en tout cas les renardes, essaient de tenir le plus longtemps possible dans le terrier lorsque celui-ci est gazé. On a ainsi vu des renards tenir plusieurs heures malgré la destruction de leur muqueuse respiratoire et oculaire. Ces mesures de résistance sont d'autant plus efficaces que dans les années 70-80, on commence à avoir la population vulpine qui va coloniser en France des zones périurbaines, voire urbaines, y compris en région parisienne. Or, dans ces zones-là, il est plus difficile pour les hommes de mener aussi facilement, parce qu'il y a trop justement de densité humaine, des mesures de destruction basées sur le gazage ou l'empoisonnement, par exemple. Donc, dans ces zones-là, ils sont plus protégés de la présence et de la politique humaine. Enfin, le dernier mode de résistance des animaux tient au fait que la fécondité des renards est particulièrement élevée, sexuellement mature dès 10 mois, rarement infertile. La renarde produit entre 3 et 6 petits, parfois plus si il y a justement disponibilité alimentaire, si bien qu'on estime qu'entre 2 et 5 ans, l'effectif préépisodique est vite à nouveau reconstitué. Si bien que finalement le passage du front arabique n'est qu'une parenthèse un peu et assez vite refermée pour les renards. En réalité, le véritable tournant pour les renards et pour la santé des renards, c'est moins leur résistance individuelle ou collective que l'introduction dans les années 80 de la vaccination orale. Cette vaccination, on peut la voir sur la photo du bas où on voit un appât carné, donc formé en général de viande et d'huile. L'odeur attire le renard, comme on voit sur la photo du haut. Celui-ci croque dans l'appât et en croquant dans l'appât, il casse la capsule qui contient le vaccin oral. Et celui-ci donc, se trouve ensuite vacciné. Cette politique de vaccination va être menée véritablement, à partir de 89. Il y a une barrière immunitaire qui est construite de la Normandie jusqu'aux Alpes, qui va préserver d'abord les populations saines de la moitié sud et ouest de la France. Et peu à peu, la barrière va remonter en écharpe jusqu'à la frontière du nord-est. Et en 97, on a les derniers cas, on voit quelques points par-ci, par-là. Et c'est enfin en 98, donc vous voyez une dizaine d'années seulement après le début de la vaccination, que la population vulpine est définitivement, en tout cas depuis 20 ans, libérée du péril rabique. Alors pour conclure, le 30 avril 2001, un arrêté ministériel a reconnu l'absence de cas de rage chez les mammifères terrestres autochtones. Alors, dans la réalité, c'est plus complexe puisqu'on a encore eu depuis des cas de chiens et de chats enragés, essentiellement liés à des importations illégales venant du Maghreb. Et on a aussi eu depuis 1989 des dizaines de cas de chauves-souris qui ont été décelés, en particulier en Bretagne et dans le centre de la France. Alors malgré cela, c'est-à-dire malgré la disparition de la rage, le renard roux continue 15 ans après d'être classé comme un animal nuisible, ce qui s'explique essentiellement à la fois par l'histoire du renard en tant qu'animal nuisible et par ses prédations, réelles ou supposées, sur les animaux d'élevage et sur le gibier. Toutefois, la sensibilité accrue de l'opinion et la prise de conscience du rôle d'auxiliaire agricole joué par le renard a abouti au fait que dans 6 départements,
tout récemment en Savoie, c'était en 2015, l'espèce vulpine a été retirée de la liste des animaux nuisibles. On peut donc estimer que pour le renard, c'est peut-être le début d'un tournant historique. Je vous remercie.